langue comme symptôme ou outil intégré du management. Alors, je suis partie d'un récit de voyage qui n'a rien à voir avec le management, qui est un récit de voyage autobiographique publié en 2016, où l'écrivain français Sylvain Tesson affirme que c'est à la lecture d'un rapport ministériel portant sur l'hyper-ruralité qu'il a ressenti l'appel de parcourir les chemins noirs, et c'est le titre de son ouvrage, les sentiers non balisés qui traversent la France. La lecture de ce rapport ministériel déclenche en lui l'impression d'un gouffre entre deux représentations qui entendent pourtant prendre en charge le même objet, la campagne, qui est lui-même un terme peut-être mal approprié. Donc d'un côté, la ruralité dans sa représentation technocratique, présentée comme désert numérique, wagon décrocheur du train en marche vers le progrès, espace à secourir d'urgence. De l'autre, la représentation bucolique de citadins que l'auteur qualifie de pauvres cloches romantiques en mal de calme, d'espace et de nature. Où est la vérité, se demande l'auteur. Peut-être faut-il emprunter les chemins noirs pour aller à sa rencontre et la faire parler. Au récit produit dans les laboratoires ministériels, Tesson oppose un autre récit, son récit de voyage, et c'est un conflit de mots qui s'écrit. Il évoque ainsi la jouissance de se coucher dans l'herbe quand la silhouette d'un oiseau égaye le ciel, là où le rapport parle de droit à la pérennisation des expérimentations efficientes et de modernisation de la péréquation et de stimulation de nouvelles alliances contractuelles. Au même moment, son contemporain britannique, Ken Loach, met la question de l'inadéquation entre le réel vécu par ses héros, victimes de la précarité, et le réel parlé par leurs bourreaux au centre de sa poétique cinématographique. Alors je vais prendre deux exemples. Le citoyen Daniel Blake, donc c'est un film sorti en 2016, donc assez récent, charpentier en incapacité de reprendre un emploi après un accident du travail, se heurte à un mur transparent, technocratique, dont l'arme première est le langage. Les services sociaux, qui n'en sont plus vraiment puisqu'ils ont été privatisés, brandissent devant lui la carte de la bienveillance, alors que tout est mis en œuvre en réalité pour le plonger dans une précarité inextricable qui le mène à l'infarctus. Le film s'ouvre sur une scène de l'absurde. Le personnage, demandeur d'une allocation chômage, est soumis à un questionnaire d'évaluation mené par un professionnel de santé, dont on ignore d'ailleurs s'il s'agit d'un médecin, d'un infirmier, etc. Donc c'est un questionnaire qui prétend évaluer son état de santé, mais où il ne s'agit jamais d'auscultation, mais juste de répondre à une série d'items de type « êtes-vous en capacité d'exécuter ce geste ?» etc. Donc suite à cette évaluation, Daniel est classé apte au travail, alors que tous les examens cliniques effectués par un chirurgien, un kinésithérapeute disent le contraire et lui interdisent tout effort prolongé. La société qui gère son dossier, et qui serait l'équivalent de notre Pôle emploi, lui parle d'accompagnement, d'individualisation, mais c'est justement sa personne, dans son nom même, qui est niée. Il n'est plus qu'un numéro qu'il positionne dans une file d'attente pour accéder à un guichet. Alors lui refuse de se soumettre et revendique d'être un citoyen, rien de plus et rien de moins, ce sont les mots de la scène finale, un citoyen avec un nom propre, d'où le titre du film, I, Daniel Blake. Alors le deuxième exemple de Ken Loach, c'est son dernier film sorti en 2019, Sorry We Missed You, film donc sur l'ubérisation du travail. Ricky, père de famille en situation de détresse matérielle et morale, passe un entretien d'embauche pour devenir livreur. Alors on lui vend du rêve, celui de l'auto-entrepreneuriat, un monde où il n'y aurait ni maître ni esclave, où chacun déciderait de son propre destin, mais ces mots masquent une toute autre réalité, fondée sur le contrôle, l'évaluation permanente, la recherche de performance qui mène à l'épuisement et à l'accident. Tu ne travailles pas pour nous, tu travailles avec nous, lui dit-on à l'embauche. Mais Ricky ne sait pas encore que le diable se niche dans ces subtilités du langage. La scène initiale est particulièrement violente, au sens symbolique. Le discours du manager est ponctué de sentences dont le sens réel est oblitéré, euphémisé. Pas de contrat de travail, pas de salariat, on est dans l'entrepreneuriat libérateur. On oublie juste de préciser que la dépendance à l'avis du client roi ou au rythme des livraisons est également aliénant et force le personnage à se fixer des objectifs inatteignables. Alors la femme du protagoniste, Abby, est un personnage intéressant. Elle est tout aussi naïve que son mari.
Elle était à domicile, elle continuait d'habiter un vieux monde, celui du service public où elle était employée et où il lui fallait assister des personnes âgées dans leur quotidien, leurs repas, leurs toilettes. Elle continue de penser son travail en fonction de ses missions passées et non de sa rentabilité. Seulement, ce service a été privatisé et la société qui gère à présent ses contrats et impose une cadence intenable, frustrante, lui parle des personnes âgées comme de clients, là où Abby continue de les désigner comme des personnes âgées ou par leur prénom, puisqu'une relation avec eux s'est instaurée. Donc, les personnes âgées sont toujours les mêmes, leurs besoins physiologiques, affectifs sont intacts, les tâches n'ont pas changé, mais on y a apposé une terminologie nouvelle qui est le signe d'une dénaturation de la mission d'Abby. Alors, ces œuvres contemporaines les unes aux autres m'ont interpellée parce qu'elles entrent en résonance avec une réalité éprouvée dans mon métier d'enseignante. J'enseigne l'italien dans un lycée du Puy. Et c'est un travail dont la représentation entre de plus en plus souvent en conflit avec d'autres représentations, celles qui me sont imposées par mon administration, qu'elles se trouvent à l'intérieur ou en dehors des murs. Alors, la terminologie désignant mon travail dans la classe ne correspond pas au travail que j'ai le sentiment d'effectuer réellement avec mes élèves. Et les termes utilisés pour dire aussi le fonctionnement de l'établissement ne me semblent plus correspondre non plus. Alors, il y aurait de nouveaux exemples à citer qui permettraient de pointer du doigt une dérive que nous pourrions qualifier d'intrusion dans le champ de l'éducation nationale d'une nouvelle langue managériale qui crée un conflit de perception entre la manière dont les agents perçoivent leur mission et la manière dont on leur impose maintenant de la percevoir. Il y aurait beaucoup d'exemples à citer. Aussi, en ai-je retenu deux catégories, à l'intérieur et à l'extérieur des murs de la classe. Alors, à l'intérieur de la classe, on remarque depuis plusieurs années l'intrusion d'un jargon didactique très abstrait, qui est façonné hors sol d'une certaine manière. Alors par exemple, c'est pour moi qui suis enseignante de langue, le plaquage des termes utilisés dans le cadre européen commun pour l'enseignement des langues dans notre champ didactique. Alors ce cadre européen des langues, il a été élaboré dans les années 90 à la demande du Conseil de l'Europe, mais c'est vraiment depuis 2007 qu'il est appliqué dans le champ didactique. Donc, pour schématiser un peu, en fait, dans la classe, par exemple, quand on étudie un texte avec les élèves ou qu'on écoute, qu'on visionne une vidéo, on leur demande tout simplement voilà, ce qu'ils ont compris de ce qu'ils ont entendu ou lu, on leur pose des questions pour les aider un petit peu dans leur travail de compréhension. Mais à présent, les grilles d'objectifs et d'évaluation adossées au cadre européen des langues expliquent aux enseignants que les élèves doivent procéder, alors je cite, à l'identification de réseaux de sens, doivent élaborer des stratégies de communication, des stratégies interpersonnelles. Alors on relève au passage l'emploi répété maintenant dans le champ de la didactique du terme de stratégie sur laquelle on va revenir. Et donc on procède à une complexification du langage pédagogique qui crée un sentiment d'inadéquation entre le travail mené en classe auprès des élèves et puis les exigences induites par ces grilles. Et les items semblent en fait très déconnectés de la réalité de la classe, tant ils sont abstraits. Ce vocabulaire sonne faux, artificiel, et génère en plus chez l'enseignant un sentiment de dépossession de l'ouvrage pédagogique. Alors, l'autre catégorie lexicale, qui a trait cette fois à ce qui se passe à l'extérieur de la classe. Alors, même dans l'éducation nationale, aujourd'hui, on parle de dialogue de gestion, on parle de mobilités enseignantes, de nouvelles professionnalités enseignantes, sans savoir exactement ce que recouvrent ces termes qui sont très abstraits. Il arrive que dans certains établissements, on passe des entretiens annuels où le chef d'établissement nous somme de raisonner en termes d'objectifs, des objectifs qui n'ont d'ailleurs pas trait directement au travail pédagogique, mais qui sont des objectifs plus corporate, disons, qui ont trait au rayonnement du lycée, dans un cadre accentué d'autonomie et de concurrence entre établissements. Le ranking des établissements, de la maternelle à l'université et sur une échelle allant du local à l'international, étant la nouvelle mesure de l'excellence éducative. Alors, ces nouveaux référentiels d'évaluation des enseignants ne font plus la part belle aux maîtrises disciplinaires, que ce soit en philo, en maths ou en langue. Ces maîtrises disciplinaires, en fait, ne comptent plus que pour un tiers dans le bilan de compétences. Ce sont toujours des termes que je cite, ils ne sont pas de moi, des enseignants,
Donc il y a un changement profond du métier et le langage en est l'un des signaux. Alors cette novlangue consiste le plus souvent en des termes abstraits qui cachent un grand vide. Or, l'utilisation du signal plutôt que du sens, ça c'est une citation d'Orwell sur laquelle je reviendrai, n'est-elle pas justement un détail qui en dit beaucoup sur la manière dont le pouvoir entend changer les missions des fonctionnaires et manager les équipes? Alors en préparant cet exposé, j'ai lu le très récent essai publié dans la collection Tracts de Gallimard de Stéphane Velu. Stéphane Velu est neurochirurgien au CHU de Tours et il vient de publier un essai qui s'appelle « L'hôpital, une nouvelle industrie, le langage comme symptôme ». Alors le sous-titre est justement très orwellien parce que pour ce médecin des hôpitaux publics, la novlangue managériale utilisée à l'hôpital est un symptôme de la crise, du malaise qui se sont emparés de ce milieu. Les personnels des hôpitaux sont épuisés, ils sont lessivés par un rouleau compresseur que l'auteur qualifie de fédéralisme managérial, à savoir la multiplication sans fin, je le cite, des nouveaux intermédiaires de l'administration. Les maux de l'hôpital sont multiples, Stéphane Velu les cite pêle-mêle: injection de fonds puisés ailleurs, invention d'organisations supplémentaires, création de nouvelles couches administratives, primes antalgiques, etc. Alors en lisant ce livre, j'ai eu le sentiment que les réalités de l'école et de l'hôpital étaient interchangeables. Complexification des tâches pour les enseignants et les soignants, effacement des compétences et savoirs disciplinaires, c'est ce que je disais juste avant, ou des spécialités pour les médecins au profit de tâches administratives, impression que les décisions les plus impactantes pour le service se prennent dans des administrations hors sol, donc aveugles et sourdes à une autre logique que celle des chiffres, renforcement du champ du numérique, qui s'accorde mal avec le côté artisanal de l'exercice de la médecine, je citerai un passage juste après, ou pour ce qui est du champ pédagogique, la relation humaine avec les élèves. Donc il faudrait beaucoup citer cet ouvrage. Alors je vais me contenter de lire le passage introductif. Alors, donc c'est évidemment un récit à la première personne. J'exerce la médecine. Plus exactement, j'exerce l'une de ces spécialités se rapprochant le plus de l'artisanat ou de ce que l'on nommait jadis un travail manuel. En un mot, je travaille de mes mains depuis 38 ans au sein d'un CHU. Oui, manuel. Locution de nos jours frappée d'insignifiance. Cela ne fait aucun doute, cet outil qu'est la main a perdu de sa noblesse, a perdu son image d'étonnant prolongement du cerveau dont elle est pourtant un langage. Il y a 38 ans, ce sont d'autres mains qui entreprenaient de m'apprendre le métier. C'est un apprentissage qui demande un temps long, une bonne décennie. Ce doit être pareil chez les tailleurs de pierre, les restaurateurs d'œuvres d'art, les pilotes d'avion ou les horlogers. Alors, il poursuit un petit peu plus loin. C'est donc assez brutalement que je m'éveillais un matin quand, au cours d'une de ces réunions devenues, mais de cela j'avais pris conscience très tôt, une alternative au travail, le jeune membre d'un cabinet de consulting me fit savoir que, et là il cite ce consultant, tout en restant dans une démarche d'excellence, il fallait désormais transformer l'hôpital de stock en hôpital de flux. Je sortis de la torpeur qu'occasionne ce genre de réunion requérant une approbation de principe à tout ce qui est dit et où rien ne passe. Il se serait agi d'ambulance ou de linge, rien ne m'aurait fait sursauter, mais non, il s'agissait des gens, communément nommés malades, terme qui en soi nous distingue d'eux et nous rassure. En résumé, nos malades restaient trop longtemps dans le lit de service, le lit étant l'unité étalon de son propos, pas les gens. Alors, donc ce passage sur les flux de patients fait état d'un sentiment de sidération chez le neurochirurgien qui n'est pas un sentiment isolé. Donc l'an dernier, lors de la présentation de la réforme du lycée voulue par notre ministre Jean-Michel Blanquer, mon proviseur a lui aussi parlé de flux entre les lycées publics du Puy-en-Velay. Alors que sont ces flux ? C'est un terme si abstrait que l'on a du mal à comprendre ce qui se cache derrière et surtout on résiste autant que l'on peut à vouloir entrer dans ce type d'intelligence. Parce que si l'on commence à vouloir éclaircir ce que l'abstraction et la désincarnation ont rendu opaque, on est alors saisi d'effroi. Les flux cachent des élèves. Alors pourtant, donc mon proviseur est un homme très cultivé, polyglotte, c'est un traducteur de l'allemand, donc il a le goût des mots. Et la question que je me suis posée en entendant
parler de flux pour désigner nos élèves. Nous étions un public d'enseignants, en plus, je veux dire juste d'enseignants. Quelle voix parlait donc à sa place à ce moment-là devant son personnel? D'ailleurs, est-ce que c'était mon professeur qui parlait ou est-ce qu'il était parlé par d'autres voix? Alors, dans cette introduction un peu longue, j'ai évoqué les sources de mon questionnement et donc pour tenter de développer et d'exposer les conclusions auxquelles j'ai essayé de parvenir, je commencerai par définir le cadre de l'emploi de cette novlangue qui prend place de ce que l'on appelle le nouveau management public, en m'appuyant sur le travail de vulgarisation mené par la philosophe Evelyn Berthold-Rognon, qui explique comment les nouvelles méthodes de management dénaturent le service public et le détournent de ses missions fondamentales. C'est un ouvrage très simple qui a le mérite de m'avoir fourni des références bibliographiques utiles et je reviendrai notamment sur les travaux de Foucault sur le panoptique en m'appuyant sur surveiller et punir. Donc le panoptique, arme de contrôle social et de soumission des individus intégrés comme rouages dans un système. Dans une deuxième partie, j'expliquerai ce que nous entendons par le terme novlangue en revenant à l'inventeur de ce concept, George Orwell. Et nous verrons qu'il existe plusieurs novlangues, managériales, néolibérales, que la novlangue est un outil intégré en plus d'être un signal, en plus d'être un symptôme de cette nouvelle forme de management. Je m'appuierai notamment sur les récents travaux de catégorisation du sociologue Alain Bir et dans son sillage de la socio-anthropologue Agnès van de Velde-Rogal. Et enfin, en guise de conclusion, nous verrons qu'à ce récit du pouvoir s'opposent des contre-récits, à l'image de ceux de Ken Loach. Et nous irons puiser dans les écrits d'Albert Camus, Francis Ponge et Pierre Bourdieu des éléments de résistance langagière, un système qui s'approprie les hommes aussi par le langage. Est-il possible de parler vrai, de parler en son propre nom et de ne plus être exclu de sa propre parole? Alors, qu'est-ce que l'on entend par nouveau management public? Evelyn Berthold-Rognon définit le nouveau management public comme un type de management inspiré des méthodes anglo-saxonnes, New Public Management, et qui repose sur certains principes comme l'obsession de l'évaluation, la rémunération au mérite, la mise en concurrence des établissements, la réduction des coûts. Donc des principes qui ont pour corollaire l'isolement des personnels, la pression induite par la culture du résultat, de l'évaluation et la nécessité de se vendre. L'auteur rappelle que dans les pays anglo-saxons, le New Public Management a aggravé les inégalités dans l'accès aux services, a constitué des ghettos urbains à cause de la dégradation des équipements et de la fuite des personnels démotivés et en souffrance. Et c'est une réalité que dénonce d'ailleurs Ken Loach dans les films précédemment cités. Alors, cette nouvelle forme de management puise dans le blairisme, le parti travailliste au pouvoir de 1997 à 2007, qui a poursuivi l'œuvre de désengagement de l'État entamée par les conservateurs britanniques dans l'ère Thatcher. Le nouveau management public repose sur l'idée que c'est le profit, la rémunération qui motive les actions humaines, alors que l'image de soi des personnels se retrouve plutôt dégradée par la souffrance de ne pas avoir la satisfaction de mener à bien sa mission. C'est le cas par exemple du personnage d'Abby, aide à domicile dans Sorry We Missed You. Le nouveau management public procède aussi à la culpabilisation du travailleur qui ne peut remplir convenablement sa mission et les objectifs qu'il a été lui-même amené à se fixer. Il est responsable donc de ses réussites, de ses échecs. Jamais on ne remet en cause l'organisation du travail pathogène et contre-productive. Alors, Evelyn Berthold-Rognon rappelle l'étymologie du terme management. C'est un nom qui a beaucoup voyagé, puisqu'il vient de l'anglais, mais qui vient lui-même du français ménager, qui vient lui-même de l'italien maneggiare et du latin manus, la main. En français, on trouve aussi manège, de l'italien maneggio, maneggiare, donc c'est-à-dire manier, tirer en main les rênes d'un cheval. Et l'un des buts du management est bien de faire faire à l'autre ce qu'on veut qu'il fasse. Selon Evelyn Berthold-Rognon, le nouveau management public avance de manière opaque, masquée. Il ne dit pas son nom et ses véritables objectifs en adoptant le visage du réalisme et le discours du technicisme en apparence non idéologique. Il s'agit d'une fausse neutralité, le langage étant dans ce cadre une arme qui vide les mots de leur sens, qui en oblitère le sens pour reprendre la définition du sociologue Alain Bir.
Le nouveau management public, dans son application, peut être vécu comme une brutalité, notamment quand il y a passage d'une culture d'entreprise publique à une culture de concurrence généralisée. C'est ce que décrit le film de Ken Loach à travers le personnage d'Abby. C'est ce qu'on a vu dans des entreprises comme La Poste, où beaucoup de situations, vécues comme des situations de harcèlement et caractérisées aussi de harcèlement moral ont été dénoncées, surtout chez France Télécom, dont le cas a été très médiatisé à cause de la vague de suicides chez les employés. Donc, dans toutes ces entreprises ou administrations, une même situation est déplorée par les agents. L'énergie au travail est détournée de l'essentiel, c'est-à-dire des cœurs de métier, et c'est bien ce dont parle Stéphane Velu dans son livre. Enseigner, soigner, donc au profit de tâches annexes devenues de moins en moins marginales. Renseignement de modules administratifs, que ce soit à l'hôpital, à l'école, le plus souvent sur support informatique, et avec en parallèle l'instauration d'une culture de l'évaluation permanente. Alors, le nouveau management public instaure une obligation de rendre compte en permanence, donc une transparence quasi absolue pour les agents, qui entre en contradiction avec l'opacité, par contre, des logiques et objectifs qui sous-tendent le travail de l'administration. Le plus souvent, c'est la réduction des coûts. Ces évaluations répondent de surcroît à des logiques court-termistes. Elles ne posent jamais le problème de comment et à l'aune de quels critères on doit évaluer l'impact d'une politique publique. Rendre des postes à l'administration, par exemple, comme c'est le cas nous dans l'éducation nationale en ce moment, permet de remplir des objectifs budgétaires à court terme, mais est-ce qu'on se pose vraiment la question du coût à long terme pour la qualité du service? Alors Stéphane Velu pose la question lui pour l'hôpital, il dit est-ce qu'on se pose vraiment la question de l'espérance de vie en bonne santé à long terme? Pour nous dans l'éducation, la réussite dans les études supérieures, à moyen terme pour nos élèves. Donc il y a un sentiment de décalage entre la mesure et le réel. On a le sentiment d'évaluer autre chose que l'essentiel. Dans le dernier film de Ken Loach, on voit que le terme travail, donc c'est le film sur l'ubérisation, est absent du lexique managérial. Donc les administrateurs évacuent ce qu'ils sont censés administrer. Les dispositifs sont standardisés, ce qui donne l'impression d'un vocabulaire qui peut passer d'une administration à une autre et sans adéquation avec la réalité prise en charge. Et c'est bien ce que j'ai ressenti à la lecture de cet essai sur l'hôpital, c'est qu'on pouvait changer un peu les termes, les réalités, mais finalement j'avais l'impression de dire quelque chose sur mon propre champ professionnel. L'évaluation pose aussi la question du panoptique. Le panoptique, alors c'est un type d'architecture carcérale qui a été imaginé par le philosophe utilitariste Bentham à la fin du XVIIIe siècle, qui donne le sentiment d'être surveillé à tout moment. Ce système vise à permettre à un gardien, logé dans une tour centrale, d'observer tous les prisonniers enfermés dans des cellules individuelles autour de la tour, sans savoir, alors eux ne savent pas qu'ils sont observés. Le dispositif est efficace parce qu'il repose sur une perversité, une ambiguïté de perception. Il donne aux prisonniers le sentiment diffus d'être constamment surveillés sans savoir vraiment quand est-ce qu'ils le sont. Cette architecture pensée par Bentham présente plusieurs avantages. Le rapport investissement-rendement est excellent parce que la structure permet, en allégeant les charges, de contrôler sans passer par la violence et la présence physique des matons. Elle permet donc aussi de faire abstraction de la conflictualité incarnée, du frottement humain, et nous y reviendrons dans le langage avec l'idée que les nouvelles formes de management procèdent aussi à l'éviction de la terminologie de la conflictualité. Dans Surveiller et punir, publié en 1975, Foucault reprend cette idée de panoptique pour caractériser ce qu'il nomme la société disciplinaire. Il applique cette architecture à l'école, la psychiatrie, la caserne, en affirmant que la question de l'éviction de la violence physique, alors je cite, n'évacue pas la question de la violence, plus symbolique que physique. Ce n'est plus simplement voir sans être vu, mais imposer une conduite à l'autre, le manager. Dans le nouveau management public, l'agent qui se sait surveillé, contrôlable à tout moment par le biais du numérique, anticipe les injonctions de sa hiérarchie et effectue le travail avant même qu'on ne lui demande de le faire. Et les applications du panoptique dans le cadre du management sont l'usage du numérique, la génération par exemple des open space, soi-disant plus horizontaux et moins révélateurs d'une hiérarchie pourtant existante. Donc l'horizontalité de l'organisation du travail reflète aussi dans le vocabulaire managérial où on parle de collaborateurs, où on ne parle plus de chefs,
donc ce qui atténue l'idée d'une hiérarchie, tout en renforçant les dispositifs informels de contrôle. Alors, un exemple tout récent, nous, dans l'éducation nationale, il y a une application toute récente du panoptique pour les nouvelles épreuves du bac. Vous en avez entendu parler parce qu'on en parle quand même beaucoup dans les médias de ce nouveau bac. Donc, c'est ce qu'on appelle plus bac, mais E3C. Donc, on nous fait passer maintenant, on nous fait corriger des copies qui sont scannées, qui sont rassemblées dans un logiciel qui permet donc à l'inspection en fait de contrôler à tout moment, alors je ne sais pas si elle le fait ou pas, peu importe, mais ça lui permet de contrôler à tout moment l'avancée des corrections et le temps donc passé aussi sur chaque copie. Alors donc en fait l'école de la confiance, ça, je cite le slogan du ministère depuis 2017, donc l'école de la confiance prônée par l'actuel ministre porte décidément aussi mal son nom que la République démocratique du Congo, puisqu'il s'agit quand même de fliquer les agents derrière un écran en permanence pour s'assurer qu'ils font bien leur travail si toutefois on avait l'impression qu'ils ne le faisaient pas. Donc le panoptique, selon Foucault, s'applique justement de manière visible et se généralise à l'école, à l'hôpital, en prison. C'est une machine abstraite qui impose une conduite à quelqu'un. Foucault explique qu'il y a une dissymétrie entre le pouvoir et l'individu. La structure, en tant que telle, peut être inexistante. Le sujet devient ainsi le principe de son propre assujettissement. Il inscrit en soi le rapport de pouvoir et en assume lui-même les contraintes. Le pouvoir tend vers l'incorporel, mais ses effets n'en sont pas moins profonds. Il instaure une relation fictive, virtuelle avec le sujet. Et celui qui est soumis à un champ de visibilité et qui le sait, reprend à son compte les contraintes du pouvoir. Donc dans l'univers carcéral du XVIIIe siècle, tout comme dans l'entreprise ou l'administration du XXIe siècle, il existe un appareil de contrôle. De sa tour centrale, le directeur peut épier les employés, en évaluer la conduite, éventuellement intervenir pour la modifier. Il a la capacité de pénétration du comportement des hommes. Bentham esquisse une utopie de l'enfermement parfait. Foucault montre que ce schéma panoptique peut être utilisé dans plusieurs champs sociaux et professionnels et qu'il n'y a pas d'usage spécifique. C'est une utopie transversale en somme. Le schéma panoptique perfectionne l'exercice de la coercition en réduisant aussi le nombre de ceux qui l'exercent et en multipliant le nombre de ceux sur qui on l'exerce. Cette forme de rationalité s'imbrique donc très bien dans les vertus budgétaires du management. Il y a l'idée que la pression s'exerce sur les individus en prévention des crimes, des fautes, des erreurs, par la construction d'un édifice transparent. Et tout l'enjeu et toute la difficulté est de dévoiler ce qui est transparent, de matérialiser ce qui est liquéfié, dématérialisé. Et justement, Foucault distingue deux types de disciplines. La discipline blocus, qui est tournée vers des fonctions négatives, arrêter, matraquer, suspendre, et la discipline mécanisme, un dispositif fluide, fonctionnel, qui doit améliorer l'exercice du pouvoir, le rendre plus rapide, léger et plus subtilement coercitif. Le panoptique, par la résolution d'un problème technique, la surveillance carcérale, a, selon Foucault, esquissé tout un type de société. Dans l'Antiquité, il s'agissait de rendre accessible à une multitude un petit nombre d'objets, le théâtre, les jeux du cirque. La société faisait corps dans un rituel, tandis qu'à l'âge moderne, on procure à un petit nombre le spectacle de la multitude, une multitude vue dans l'individualisation de ses composantes et non dans sa globalité. Nous sommes un rouage du système panoptique. Alors, en quoi le langage participe de cette logique d'intégration au système managérial ? Alors, dans un ouvrage publié en 2017, La novlangue managériale, emprise et résistance, Agnès van de Velde-Rougald donne une définition de la novlangue managériale. Le terme est inspiré du Newspeak, inventé par Orwell dans son roman 1984. En 1984 a été publié en 1949 et en 1950 pour la traduction française. Donc, Agnès van de Velde-Rougald récupère ce Newspeak, la novlangue d'Orwell, pour désigner un système verbal d'expression issu du discours managérial. Et ce système verbal s'impose aux individus dans les organisations du travail et au-delà par imprégnation liée à l'environnement discursif et par appropriation pour se positionner dans le monde du travail. Ce système symbolique
formate l'usage du langage en s'appuyant sur un idéal discursif. L'auteur distingue deux déclinaisons de la novlangue managériale en la liant au problème de la souffrance au travail parce que c'est son champ de recherche. Donc une langue formelle d'une part qui puise dans le registre juridique et une langue psychocomportementale d'autre part qui puise dans le registre de la psychothérapie et du développement personnel. Reprise par les politiques, les médias, l'école, la novlangue managériale est elle aussi transversale et se nourrit d'une novlangue néolibérale qui s'immisce dans différentes sphères de socialisation, exerçant une forme de contrôle social par l'empêchement de la contradiction, l'éviction de la conflictualité dans le langage, contribuant paradoxalement à la fragilisation du sujet d'énonciation. Je dis paradoxalement parce qu'on pourrait penser que ce qui procède à l'éviction de la violence est plutôt générateur de bien-être. Seulement, il s'agit souvent de substituer un type de violence par un autre, passer par exemple du régime de la coercition à des dispositifs de violence plus symboliques. Alors, pour ce qui est de la novlangue néolibérale, je m'appuierai donc sur la référence universitaire en la matière, qui est Alain Beer, professeur de sociologie à l'université de Besançon, et qui a publié en 2007 la novlangue néolibérale. Alors, mais revenons aux sources de la novlangue, c'est-à-dire au Newspeak d'Orwell. 1984, c'est la peinture d'un monde totalitaire, un monde inspiré du stalinisme et de certains éléments du nazisme. Par exemple, de ce que le philologue Victor Klemperer a nommé la LTI. Alors, LTI en latin, Lingua Tertii Imperii, la langue du Troisième Reich. Un titre qui parodie d'ailleurs, de la part de Klemperer, les nombreuses abréviations utilisées par le régime nazi. Le monde de 1984 est un monde privé de liberté d'expression, qui instaure une surveillance totale. La figure de Big Brother a pénétré les imaginaires, c'est la figure métaphorique du régime policier et totalitaire. Alors, nous nous référons à la scène où le protagoniste, Winston Smith, qui incarne dans le roman le réveil de la conscience, employé du ministère de la vérité, se trouve face à Syme, collègue philologue spécialiste en novlangue. Alors, le ou la novlangue, parce qu'on peut l'utiliser aussi bien au masculin qu'au féminin, selon Syme, c'est la destruction des mots, des réalités et des concepts. Pour supprimer les idées, supprimons les mots pour dire. Les choses n'existent que si elles ont un nom. Et donc, elles n'existent pas si elles n'en ont plus. Les choses n'existent plus si on cesse de les nommer et si on est de toute façon plus capable de les nommer parce qu'elles ont disparu. Pensons au vocabulaire de la ruralité, du monde paysan qui est en grande partie disparu avec la fin de la paysannerie, ce que par exemple Pier Paolo Pasolini a nommé de façon provocatrice un génocide culturel, c'est-à-dire extinction d'un monde et de ses racines linguistiques, expression d'une conscience. Pour Syme, l'entreprise génocidaire passe par la destruction du sème. Éliminons les choses dans le champ des représentations, puis dans la réalité effective. Alors, je vais vous lire quelques passages de la scène, qui est très célèbre. Le Winston demande à Syme où en est le dictionnaire. Alors, celui-ci lui répond donc, la 11e édition est l'édition définitive, dit-il. Nous donnons aux novlangues sa forme finale, celle qu'il aura quand personne ne parlera plus une autre langue. Quand nous aurons terminé, les gens comme vous devront le réapprendre entièrement. Vous voyez, n'est-ce pas, que notre travail principal est d'inventer des mots nouveaux? Vous croyez, n'est-ce pas, que notre travail principal est d'inventer des mots nouveaux? Pas du tout. Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. Un peu plus loin, ne voyez-vous pas que le véritable but d'une novlangue est de restreindre les limites de la pensée? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés, chacun exactement par un seul mot dont le sens sera rigoureusement délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et oubliées. Voilà. Donc, parallèlement à cette entreprise de destruction des mots, il y a aussi la dénaturation totale du sens. Alors, à un certain moment dans le livre, un personnage dit la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage. Donc on peut arbitrairement décider de changer le sens des mots, les utiliser autrement que dans le sens commun partagé.
Chez Orwell, le novlangue est un outil fictif d'assujettissement par la limitation du vocabulaire et des formes grammaticales servant à l'expression de la pensée. À la destruction des mots s'accompagne la création de mots nouveaux. Et là, on reconnaît l'influence chez Orwell des travaux de Victor Klemperer. Parce que le philologue contemporain du nazisme a en effet observé la façon dont le langage pénétrait sournoisement l'imaginaire allemand et préparait les mentalités à la soumission au nazisme, notamment par une utilisation de l'une des caractéristiques de l'allemand qui permet de former des noms composés, potentialité du langage dont les nazis ne se sont pas privés pour servir leur propagande. Alors ainsi, le préfixe Volk, qui signifie peuple, a été adossé dans les termes Volkswagen, la voiture du peuple, Volksfest, la fête du peuple, Volksgenossen, le camarade du peuple. Donc ce préfixe Volk, explique Klemperer, a été surinvesti, ainsi que le recours systématique, pour donner d'autres exemples, à un vocabulaire organique visant à décrire la société comme un corps vivant, donc les termes d'organisme, race par exemple, et donc servir une idéologie raciale au sens biologique du terme. Donc ainsi Klemperer affirme dans LTI, Carnet d'un philologue, je cite, « Les convictions et habitudes de pensée sont nourries par la langue comme terreau. Les gens s'y accrochent sans en avoir conscience. Et ces habitudes de langage les séduisent et les induisent en erreur. » Alors il ne s'agit pas bien sûr de comparer en termes de contenu ou d'idées la novlangue managériale avec la langue du bloc soviétique ou celle du Troisième Reich, mais de souligner, comme l'indique le sociologue Alain Bir, que les mots sont les mots de la conformité au pouvoir, à la norme dominante. Alain Bir utilise aussi les travaux de Klemperer et rappelle que l'idéologie nazie avait pénétré le discours par le martèlement de certains mots et par une langue restreinte. Il cite la métaphore de l'empoisonnement des esprits formulée par Klemperer qui comparait les mots à des doses d'arsenic. On les avale, ces petites doses, sans y prendre garde. L'arsenic semble ne produire aucun effet et ce n'est que quelque temps plus tard que l'effet toxique se fait sentir. Klemperer appelle donc à une grande vigilance quant aux mots employés. Loin d'être anodin, le langage est une arme de pouvoir et on veut bien le croire à en juger par l'explosion des frais de communication dans les ministères et autres institutions, même si le terme de communication a remplacé celui de propagande. Alors, seulement là où le nazisme visait à brutaliser et à galvaniser par le mouvement, la novlangue néolibérale a plutôt pour objectif de créer du brouillard, et c'est le fameux enfumage dont on parle beaucoup en ce moment, d'anesthésier, de créer du consensus, là où il y a peut-être conflit de classe. Alain Bir définit la novlangue néolibérale selon un certain nombre de catégories langagères qu'il tente de dévoiler. Et que voici. Donc, j'ai relevé 7 catégories. Alors, la première, c'est l'inversion du sens. Alors, par exemple, ici, Orwell, la liberté, c'est l'esclavage. Donc, elle est très, je dirais, très caricaturale, peut-être, cette catégorie. La deuxième, l'oblitération du sens. Alors, c'est-à-dire l'affaissement du sens des mots. Par exemple, on va dire charge sociale pour part socialisée du travail, parce que finalement, qui a envie d'être chargé, contraint par quelque chose, cette expression induit un nécessaire allègement d'un poids et non la reconnaissance sociale du travail. De même, adosser l'adjectif qualificatif obligatoire à prélèvement fiscal ou social s'oppose à volontaire et a pour objectif de faire passer pour liberticide un système qui entend établir un lien de solidarité entre les classes sociales. Dette publique, il prend cet exemple aussi, occulte l'idée du crédit public qui lui est lié. Alors la troisième catégorie, c'est le recours systématique à l'euphémisme, c'est-à-dire frappe préventive pour bombardement, dégâts collatéraux pour massacre de civils, des termes qui entretiennent donc le flou et ne permettent pas de désigner clairement ce dont il s'agit. Ce sont des termes aussi qui vont viser à atténuer l'idée de hiérarchie. On va parler de manager au lieu de chef. Donc c'est une synonymie cosmétique, plus glamour, et d'ailleurs il y a beaucoup aussi d'emprunts aux langues étrangères qui fleurissent dans le vocabulaire managérial. La quatrième catégorie qu'il relève, c'est celle de l'essorage sémantique. C'est une catégorie qu'il emprunte à Éric Hazan. On parle d'égalité des chances à la place d'égalité.
l'égalité apparaissant comme inaccessible. Et puis le terme égalité des chances présente l'avantage d'introduire l'idée d'une individualisation de l'échec et d'une déresponsabilisation de la collectivité dans l'échec personnel. La cinquième catégorie, c'est l'évitement des mots du litige, du conflit. On ne parle plus de classe, mais de couche ou de tranche, de plan social au lieu de licenciement qui ne mobilise pas le même imaginaire collectif. Domesticité a laissé place à emploi de service ou de proximité, allégeant l'idée d'une hiérarchie et de l'humiliation qui en découle. Grève a laissé place à mouvement social, entretenant le flou et évitant la grève de ses effets, surtout si l'on y ajoute un service minimum. Alors la sixième catégorie, c'est ce qu'il appelle, lui, j'ai dû me documenter un peu parce que ça n'allait pas de soi, le renversement de la dénégation freudienne. Alors, la dénégation freudienne, c'est l'expression sur le mode du refus, donc un procédé de défense du sujet. Mais je parle vraiment là sous le contrôle, par exemple, de Jean-Marc, qui corrigera si je dis des bêtises. Donc, on prétend en fait être ou avoir ce qu'on n'est pas ou ce qu'on n'a pas ou ce qu'on ne fait pas. Donc par exemple, là en ce moment, on parle beaucoup de dialogue social concernant la réforme des retraites, alors qu'on peut douter en fait de l'existence réelle de ce dialogue. Je parlais tout à l'heure de notre ministère de l'Éducation nationale qui prône l'école de la confiance et qui envoie pourtant des CRS devant les établissements où on passe les fameuses E3C. On parle d'ensemble, de faire les choses ensemble, de temps d'échange. Et en fait, ça travaille assez mal l'isolement décisionnel. La septième catégorie d'Alain Bir, qu'il relève, c'est l'autodéfense intellectuelle, donc les arguments d'autorité, par exemple la convocation systématique de rapports d'experts, l'utilisation d'arguments qui visent à impressionner l'interlocuteur et à occulter, à décourager l'interlocuteur. Citation, le problème des retraites est techniquement complexe. Ça dépossède l'interlocuteur de sa faculté de comprendre. C'est la convocation d'arguments d'impuissance, du sempiternel, donc il n'y a pas d'alternative de Margaret Thatcher. On ne vous laisse pas d'autre choix que de supprimer des postes, c'est ce qu'on entend nous par exemple dans les établissements scolaires en ce moment. Donc en fait l'idée c'est de figer l'interlocuteur selon Alain Bir dans un cadre donné et innégociable. Alors dans les arguments d'autorité, il cite aussi le recours systématique aux métonymies comme Bologne, Lisbonne, Maastricht pour désigner les traités du même nom, ce qui au passage renvoie l'interlocuteur à sa propre ignorance parce que beaucoup de personnes ont finalement du mal à associer la nature du traité à la ville où il a été signé. Alors, Alain Bir rappelle que ces intrusions langagières vont de pair avec une augmentation considérable des budgets alloués à la communication parce que finalement, ne pouvant plus changer la réalité vue comme un donné et plus comme un construit, on change au moins les mots pour la dire et on entend ainsi en changer les perceptions. Alors, le sociologue souligne également le caractère disciplinaire et autodisciplinaire du langage et prolonge ainsi la critique de Foucault. La novlangue néolibérale et managériale contribue à l'édification d'un vaste discours anonyme qui discipline la pensée de chacun, l'oriente, tout en faisant taire la singularité de chacun. L'usage du « nous » récurrent insiste sur un « nous » homogénéisant, niant la diversité, parfois la contradiction des intérêts objectifs des différentes parties prenantes dans ce « nous ». Si le champ d'Alain Bir concerne le champ politique et sa courroie de transmission médiatique, celui d'Agnès van de Velde-Rougald concerne plutôt le champ du travail et les effets de la novlangue néolibérale sur le management. Alors, on retrouve chez elle certains des procédés cités par Alain Bir, les termes aux contours flous, confiance, transparence, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Elle parle aussi d'adoucissement sémantique des pratiques de pouvoir et d'instauration d'une proximité langagière visant à prévenir le désaccord et à dissimuler la conflictualité. On parle d'animer des réunions de travail, non plus de les conduire, d'invitation à assister à telle réunion et non plus de convocation, créant ainsi un flou quant aux obligations de service, aux obligations statutaires. On crée en fait des interstices d'indéfinition qui poussent le salarié à s'autodiscipliner. Elle relève aussi
une caractéristique de la novlangue managériale, c'est le martèlement de mots à la mode tels que fluidité, gouvernance, pilotage stratégique, des mots qui semblent bien éloignés de ce qu'on vit ensuite en conseil d'administration, par exemple, d'un lycée, mais que l'on voit de plus en plus s'y plaquer et qui nourrissent aussi une illusion de modernité et d'expertise de ceux qui conduisent ces réunions. Elle dit aussi, donc cette sociologue, que la novlangue managériale s'appuie sur des valeurs promues par la société et des valeurs contre lesquelles il est difficile d'aller. Par exemple, l'inclusion. On parle beaucoup d'inclusion à l'école, quand les moyens pour l'inclusion scolaire ne sont pas donnés. On parle de confiance quand les contrôles se multiplient. On parle d'efficience quand les remplacements de congés maladie continuent de poser problème. On parle de transparence quand les décisions se prennent dans les couloirs et sans discussion collective. On parle d'excellence quand le niveau ne monte pas, voire baisse. Enfin, ça dépend des points de vue, mais en tout cas, les critères d'évaluation changent. L'idée, selon Agnès Van de Velde-Rougalt, c'est de canaliser la pensée, de limiter le disciple. Le discours managérial est rarement contesté car il ne se dévoile pas comme tel. L'éloquence du discours managérial réside dans ce qui n'est pas dit. C'est un type de discours qui ne dit pas ce qu'il fait. Le pouvoir du discours managérial est construit conjointement par celui qui l'énonce et celui qui l'entend. Elle relève enfin une dernière catégorie, donc ce sont les propos volontaristes. Vous jouez un rôle important, donc avec les promesses de développement personnel que ça suppose, associé à l'idée d'objectif, à la connotation sportive, challenge, voire militaire, stratégie, et ça c'est un terme que je vois tout le temps passer dans le champ didactique, les stratégies, amener les élèves à formuler des stratégies, donc on en fait en tout cas des petits stratèges. La novlangue est un outil de lissage du vécu, de lissage de l'expérience. Elle occulte la violence en limitant le partage de l'expérience. Le recours à la rhétorique managériale en rapport avec l'expérience émotionnelle suscite un clivage linguistique du sujet, contraint de taire l'expression sensible de ses émotions et la réalité vécue, perçue. Ce sentiment d'abus est dû au fait que la connaissance de la réalité par le sujet est médiée par le discours qui la parle. Le discours du sujet sur son expérience de la réalité s'inscrit dans des formes linguistiques où s'exerce le pouvoir symbolique de la langue dominante conceptualisée par Bourdieu. Le sujet est en souffrance quand il ne reconnaît plus ce qu'il éprouve dans les mots qu'il utilise pour le dire. Et renoncer à dire l'éprouver, c'est renoncer à exister comme je dans son propre discours et subir finalement la parole de l'autre, subir un corps étranger, incompréhensible parce qu'indicible. Et c'est dans cet espace entre dire et non dire l'expérience que s'introduit la novlangue managériale, limitant l'autonomie linguistique du sujet. L'accès à la novlangue fragilise le sujet en augmentant sa dépendance à la langue de l'autre. Alors, cette observation sur la souffrance générée par le clivage linguistique du sujet me sert de transition pour la partie conclusive, celle des résistances, de la nécessité d'une réhabilitation du sujet de l'énonciation ou d'un réavènement du jeu. Alors, dans Rhétorique, publié en 1933, Francis Ponge écrit, je vais vous lire la citation, Rhétorique. Je suppose qu'il s'agit de sauver quelques jeunes hommes du suicide et quelques autres de l'entrée aux flics ou aux pompiers. Je pense à ceux qui se suicident par dégoût, parce qu'ils trouvent que les autres ont trop de part en eux-mêmes. On peut leur dire, donnez tout au moins la parole à la minorité de vous-même, soyez poètes. Ils répondront, mais c'est là surtout, c'est là encore que je sens les autres en moi-même. Lorsque je cherche à m'exprimer, je n'y parviens pas. Les paroles sont toutes faites et s'expriment. Elles ne m'expriment point. Là encore, j'étouffe. C'est alors qu'enseigner l'art de résister aux paroles devient utile. L'art de ne dire que ce que l'on veut dire. L'art de les violenter, de les soumettre. Somme toute, fonder une rhétorique, ou plutôt apprendre à chacun l'art de fonder sa propre rhétorique, est une œuvre de salut public. Cela sauve les seules, les rares personnes qu'il importe de sauver, celles qui ont la conscience et le souci et le dégoût des autres en eux-mêmes, celles qui peuvent faire avancer l'esprit et à proprement parler changer la face des choses. Alors font écho à ce texte plusieurs faits récents, je pense au suicide de Christine Renon, cette directrice d'école à Pantin en Seine-Saint-Denis, qui c'était au début de l'année scolaire, vous en avez sans doute entendu parler, ça
ébranler la communauté éducative, avant de commettre son geste, elle a laissé un courrier où justement ce courrier exprime ce sentiment d'un gouffre entre les injonctions de l'administration et puis le travail réalisé sur le terrain, d'un gouffre aussi de représentation, donc de mots, mais font aussi écho à ce texte de Francis Ponge, les suicides des salariés de France Télécom. Bourdieu reprend ces termes d'ailleurs de Francis Ponge dans ses questions de sociologie en 1984, quand il écrit, je cite, qu'il faut résister aux paroles, parler et ne plus être parlé par des mots d'emprunt, chargés de sens social, occultés, ou parler par des porte-paroles qui sont eux-mêmes parlés. Il faut résister pour Bourdieu, je cite, aux mots banalisés, euphémisés, neutralisés. Lui parlait de nouvelle rhétorique anarchique en 1984. Un peu plus tard, en 2001, dans un article du Monde diplomatique, donc peu avant sa mort, il a parlé de nouvelle vulgate planétaire. C'est-à-dire, dans les deux cas, une langue qui serait caisse d'enregistrement, de l'antagonisme entre le marché, synonyme de liberté, d'ouverture et de dynamisme, et l'État, synonyme de contrainte, de fermeture et d'immobilisme. C'est l'imposition du langage qui rabote et décourage la pensée. Bourdieu explique que le langage d'appareil enfante des monstres. Être son porte-parole vrai, c'est exclure l'autre voix qui nous colonise et parle à notre place. À l'éviction de la violence, à la négation de la conflictualité, au lissage consensuel du langage, Francis Ponge oppose l'art de violenter et de soumettre les mots à la volonté du jeu. Parce que le désespoir se retranche dans le silence, dans le laisser-dire et le laisser-faire. Cette citation renvoie d'ailleurs au projet poétique du parti pris des choses, rendre compte des choses, de l'expérience, de l'épreuve du réel, de la manière la plus précise, la plus fidèle possible, en exprimant toutes les qualités. Dans Défier le récit des puissants, publié en 2014, c'est un livre d'interviews et d'entretien, Ken Loach explique qu'il existe une esthétique de la soumission, un langage cinématographique formaté, qui lisse les visages, comme la novlangue lisse les mots, des voix qui lissent les accents régionaux ou sociaux, et qui nous ferait croire qu'il n'y a qu'une seule langue légitime à entendre. Ken Loach oppose à cette esthétique de la soumission, c'est comme ça qu'il l'appelle, une esthétique de la résistance qui entend montrer les visages tels qu'ils existent. Et c'est justement dans la portée réaliste et documentaire de ces images que surgit l'émotion, dans le fait de réinclure dans le champ visuel des voix qui en avaient été exclues, de réinclure dans le champ sonore des voix et des accents qui n'ont pas leur place dans le champ des représentations. On comprend la portée de cette démarche dans un pays classiste, l'Angleterre, où le simple fait d'avoir tel ou tel accent vous identifie dans une classe sociale et dans une trajectoire scolaire. Ce que porte le poète avec les mots et le cinéaste avec les images, peut-être avons-nous le devoir de le porter dans nos vies, dans nos champs professionnels, résister à l'entreprise de destruction, de supplantation du lexique, de lissage des aspérités qui font pourtant la réalité de la vie. Et nous conclurons sur un livre qui place justement la révolte en son cœur. Camus, dans L'homme révolté, en 1951, écrit que la logique du révolté est de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel, reprenant ainsi ce qu'il avait développé dans Poésie 44 sur une philosophie de l'expression. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde. Merci Louise. Tu vois, ça fait à peine une heure, c'était pas trop long. Alors maintenant on passe à la deuxième partie, parce que ça se fait en deux temps, qui est la partie, discussion. Peut-être qu'il y a deux choses à considérer. Chacun peut prendre la parole dans un premier temps pour apporter un éclairage qui lui vient soit de sa propre expérience, soit de ses lectures. Et puis après, peut-être, mais après seulement, on pourra rentrer dans un jeu de questions-réponses et d'échanges. Parce que, vous voyez, peut-être d'abord essayer de donner une réaction, une position qui serait la vôtre par rapport à ce qui vient d'être dit. Et puis, Louise, tu pourras reprendre régulièrement la parole. Enfin, tu as déjà beaucoup parlé. C'est un peu contraignant le tour, mais celui qui veut en premier. Hein. Parce qu'Alain, tu voulais dire?
ben, comment dire, si je suis obligé de dire quelque chose, ça m'a fait penser, bon, peut-être que c'est décalé, mais à une histoire que je raconte, un conte de la Mauricie, qui s'appelle les 7 Capucins. Et c'est petit Jean qui part avec un petit cochon pour aller vendre au marché, puis il rencontre les 7 Capucins. Et chaque Capucin, il dit: ah, t'as un beau petit chat, mon petit Jean. Puis il dit: non, c'est pas un petit chat, c'est un petit cochon. Puis en fait, ils arrivent, les Capucins, à faire croire à petit Jean que son cochon, en fait, c'est un chat. Et j'ai l'impression qu'on essaie un peu de nous faire faire la même chose avec lui, en fait. De nous faire prendre des petites. Donc ça voudrait dire que ce sont des logiques anciennes, puisque c'est même répertorié dans le conte. Oui, ben oui. Peut-être un conte récent, non? Je sais pas. Ah non, c'est un conte, qui se racontait par les arrière-grands-parents, sûrement au-delà, oui. Ben, cette idée de nommer quelque chose, une fois qu'on l'a nommé, c'est plus les mêmes réalités. Alors, petit Jean, donc du coup, c'est ça, bon, c'est l'histoire de Jean, il part avec son petit cochon, tout le monde lui dit: t'as un beau chat. Il revient à sa mère, elle dit: je me suis trompé, c'était pas un chat, c'était pas un cochon, c'était un chat. Et j'ai l'impression qu'il est d'actualité, cette histoire, parce que c'est un peu ce qu'on vit. D'accord. Moi, je veux peut-être apporter l'éclairage, parce que je suis tombé là-dessus ces derniers jours, l'éclairage à partir de Simone Veil, comme ça m'arrive fréquemment, parce que au début des années 30, même, en fait, c'est par rapport au taylorisme, donc ça concerne la première partie de ce que tu as dit, c'est-à-dire le management, et pas la novlangue. Et donc, ce management, il s'est constitué dans le milieu des ingénieurs de la fin du 19e siècle, d'abord des Anglais principalement, des Américains. Mais il y avait aussi quelqu'un, j'ai oublié le nom quand j'avais lu cet été ce livre qui s'appelle de Musso, oui, qui s'appelle Monastère, Fabrique, Entreprise. Il y a une généalogie du management, mais qui fait remonter d'une certaine manière au monastère médiéval. Parce que au monastère, c'est vrai qu'il y avait d'abord pas il y avait certainement, ça j'en sais rien, une langue latine très codée, mais enfin il y avait en tout cas une manière de gouverner. Et ça serait l'une des origines, d'après Musso, de ce qui va se mettre en place ensuite dans les manufactures, les premières manufactures. Mais à partir donc de ce qui se passe en Angleterre, il y a aussi des ingénieurs français. J'ai oublié le nom de celui qui est formé à l'école des mines de Saint-Étienne et exerçant au Creusot. Et l'autre source de ce management, la principale étant quand même donc la source américaine Taylorisme. Et ça commence à s'introduire, le Taylorisme en France dans les années 1913-1914, un peu avant la guerre. Et puis après, surtout, ça se répand dans les années 1930, et quand Simone Veil va travailler en usine, elle voit les dégâts que ça a produit, parce que les ouvriers qui auparavant pouvaient être payés plutôt mal que bien, mais à l'heure, sont payés aux pièces, parce qu'il y a des contraintes dans les gestes qu'ils doivent accomplir pour les accomplir. Et alors il y a l'idée de cadence qui s'introduit. Et il y a aussi cette idée de surveillance, c'est-à-dire ils sont toujours soit le contremaître, soit d'ailleurs l'usine, c'est aussi un des lieux du panoptique, avec des systèmes de surveillance rapprochés ou éloignés, et puis surtout le chiffre, c'est-à-dire que par heure, il y a tant de pièces, donc on fait un bond, elle raconte ça Simone Veil dans son journal d'usine, et si on n'a pas fait assez de pièces dans l'heure, eh bien, on est quand même payé, mais au bon vouloir, c'est-à-dire beaucoup moins de celui qui va décompter. Et donc, elle a fait une conférence en 1935 sur
le terrorisme. Et je vais noter 2 ou 3 phrases que je pouvais faire rebondir là par rapport à ce qui a été dit. C'est en quelque sorte la période, la préhistoire un peu de ce dont on a parlé là. Seulement, il faudrait que je trouve la bonne page, parce que là, je ne suis pas au bon endroit. Et donc, je les réintroduirai, si ça à 577, tout à l'heure, peut-être, ou maintenant. Et donc, elle fait la critique de ce qu'on appelle, voilà, principalement c'est ça, de ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail ou la rationalisation de la production. Et elle dit que ces 2 mots sont très mal employés parce qu'il ne s'agit pas de raison, mais il s'agit d'exploitation. Et qu'il ne s'agit pas d'organisation scientifique parce que la science n'a rien à voir avec ça, mais qu'il s'agit plutôt d'une méthode. Mais d'une méthode non pas dans le sens noble, cartésien, qui est une méthode pour trouver de la vérité, de la connaissance, mais tout simplement un ensemble de ficelles pour faire agir et gouverner. Et donc, elle a cette idée, c'est qu'on n'emploie pas le bon mot pour désigner la chose. Et déjà, à ce moment-là, elle a vu ça. Voilà le petit apport que je pouvais faire à partir de Simone Veil, avec l'idée qu'évidemment, le numérique aujourd'hui apporte un outillage qu'on ne pouvait pas imaginer à l'époque dans la comptabilisation et dans la quantification et dans la surveillance. Moi, je voulais te remercier parce que c'est très riche ce que tu as travaillé. Et tu es sur un double sujet en fait, parce que d'abord c'est le langage. Avant d'être le langage, c'est la question du langage. Et la question du langage dans des milieux professionnels où s'exerce du pouvoir. Je crois que c'est Roland Barthes, lorsqu'il a été reçu à l'Institut Haute, et puis a lancé cette phrase qui avait effrayé tout le monde, le langage est totalitaire. Donc ça veut bien dire que en dehors du noble langage, je ne sais pas si je prononce bien, il y a cette question du langage qui est toujours quand même dans quelque chose qui tourne autour de la persuasion, encore plus quand il s'agit d'être dans un milieu de travail. Donc ça c'est un peu compliqué, et que tu y sois attelé, chapeau. En plus c'est un sujet, j'ai apporté quelques bouquins pour justifier les bêtises que je pourrais dire en sens inverse tout à l'heure, ça m'arrive de temps en temps. Le malaise de la société, malade de la gestion, les mots et les choses de l'entreprise, le livre noir du management. Et puis, François Dupuis, qui est connu, hein, a écrit 2 livres, notamment ce qu'il appelait Lost in Management, la vie quotidienne des entreprises au XXIe siècle. Et puis, il a écrit La faillite de la pensée managériale. Et, bon, on verra tout à l'heure, mais il y a des choses intéressantes là-dedans. Voilà, donc tout ça pour dire que ce sujet, et alors tiens, alors ça par contre, par rapport à ce que tu as dit, ça vient de sortir. Tu l'as acheté. Voilà, ouais. C'est un livre qui vient de sortir, Libre d'obéir, le management du nazisme aujourd'hui. Et donc, il y a une vidéo je l'ai trouvé moi en venant là. Internet aussi, ah ouais. Et qui circule beaucoup, de l'auteur qui parle de son livre. Voilà, alors, bon, peut-être tout à l'heure dans la discussion, moi je suis content qu'on ait introduit ce mot rationalisation dans la discussion, parce que c'est un mot qui est, à mon avis, quand même important sur des sujets qui touchent aux entreprises publiques ou pas, mais la rationalisation, que l'on prenne l'analyse que tu viens de faire à partir de Simone Veil, ou qu'on le dise autrement, c'est quand même un vecteur important par rapport à ce que tu as
Après, le mot économie n'y est pas dans ce que tu as dit. Je voudrais bien un peu l'entendre, parce que tout ce qui nous vient à travers le management, c'est quand même aussi des travaux de sociologues sur la théorie des organisations, etc. Par exemple, il y a eu un livre célèbre à l'époque qui s'appelait L'acteur et le système. Donc, toutes ces questions sont quand même un petit peu à examiner. Voilà, tout ce qui tourne autour de l'économie, je pense quand même que c'est quelque chose qui est important de repositionner. Et du coup, tu pourrais nous en dire trois petites choses, parce que je vois que tu as beaucoup à noter. Ouais. Je vais noter le début, sur comme je fais souvent. Attends, j'avais un passage. Voilà, il dit, c'est pourquoi ce second volume s'attache à démontrer le mécanisme par lequel la pensée managériale conduit les dirigeants par le biais des décisions paresseuses, dans des impasses aux conséquences très concrètes. Donc, ce point de vue est intéressant. Lui, il considère que parfois utiliser un tableau de bord, en gros, c'est une décision paresseuse qui conduit à des conséquences très concrètes pour le coup. Dans un premier temps, je m'attacherai à décrypter les erreurs de fond de la pensée managériale, les confusions les plus manifestes et pénalisantes. Confusion entre structure et organisation. Méconnaissance dramatique des phénomènes de pouvoir. Mais aussi les erreurs de raisonnement qui entachent les tentatives par ailleurs louables d'aborder des thèmes nouveaux tels ceux de valeur ou de la confiance au travail. Dans un second temps, ceci permettra d'illustrer à travers des situations significatives de la vie quotidienne en entreprise les effets de l'inculture générale et particulière. Deux points. Priorité donnée aux décisions simplistes, et entre tirés, donc, ça illustre, donc ce sont des exemples de ce qu'il est en train de dire. Changer les structures, produire toujours plus de règles, de procédures, de processus, tiré fermé, et donc priorité donnée aux décisions simplistes, prise de décisions d'autant plus volontaristes qu'elles tiennent rarement compte des possibilités effectives de mise en œuvre. Donc, c'est très critique par d'autres biais qui touchent en réalité, de son point de vue, à un certain nombre de méconnaissances et à une manière, je reprends son terme, très paresseuse de faire fonctionner les choses. Et ça rejoint ce que tu as dit de quelque chose qui est stéréotypé en fait. Mais il positionne le stéréotype dans le management lui-même. Ce que tu as fait par un autre biais, il le met au cœur du management et il dit finalement c'est pas si malin que ça. Voilà, donc c'est son introduction. Mais ce sont des livres qui touchent le sujet. Non. Moi j'ai retrouvé deux phrases justement. On s'éloigne un peu d'aujourd'hui avec elle. Mais enfin, pour caractériser le régime actuel de l'industrie et les changements introduits dans l'organisation du travail, on parle à peu près indifféremment de rationalisation ou de taylorisation. Le mot rationalisation a plus de prestige auprès du public, etc. Le pouvoir des mots est très grand. On s'est beaucoup servi de celui-là, de même que l'expression organisation scientifique du travail, parce que le mot scientifique a encore plus de prestige que le mot rationnel. C'est le prestige des mots. Et ça, c'est pour les mots. Et puis, elle fait aussi les chiffres. Et j'anticipe un peu sur ce que tu vas nous dire. Je vais mettre le paquet. Elle dit « La société bourgeoise est atteinte d'une monomanie, la monomanie de la comptabilité. Pour elle, rien n'a de valeur que ce qui peut se chiffrer en francs et en centimes. Elle n'hésite jamais à sacrifier des vies humaines à des chiffres.
1935, Ouais. c'est très actuel. Hein. Ouais. Alors, comme je vais intervenir sur ce sujet, je vais arrêter derrière. Juste la citation que dans ce bouquin, là, François Dupuis avait repris, c'est la véritable école du commandement et la culture générale. C'est du général de Gaulle. Ouais. Merci, Louise. C'était vraiment très bien. Mon ressenti personnel sur la vie vécue, le travail, c'est que pour moi, il n'y a pas de dissociation entre langue et management. Au sens où, en haut de la hiérarchie, il y a des gens qui utilisent cette langue et qui la mettent en place. Et puis dans la chaîne, jusqu'en bas, on se rend compte qu'il y a des gens qui fabriquent des petits chefs. Il y a des gens qui reprennent tout cela, qui voient que ça fonctionne, qui n'en comprennent pas forcément le sens, mais ça fonctionne. Donc ça fonctionne sur toute la chaîne, avec une grosse incompréhension. Je suis persuadé que si on interrogeait les différentes hiérarchies, et c'est peut-être le cas dans l'éducation nationale, il y a des gens qui ne sauraient pas expliquer ce qu'ils disent. Non. Et ça me fait très peur. Non, mais c'est très juste, c'est-à-dire qu'à un moment, le langage, on le reproduit aussi pour se positionner dans l'appareil. Voilà. Donc, de façon sûrement mécanique. Dans ton introduction, tu avais parlé un peu de ça. Mais, oui, sans savoir ce que les termes. Mais, en fait, ce que je ne sais pas, quand je dis ça, c'est même en haut de la hiérarchie, ils savent ce que recouvrent des termes extrêmement flous et abstraits, en fait, qui ne veulent pas dire grand-chose. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est le mot comme vraiment le mot comme signe et plus comme sens. C'est vraiment ce que dit Orwell. Le mot qui désigne quoi, quelle réalité on prend en charge dans celui-là. Et c'est vrai que moi, quand je montre à mes élèves les grilles d'évaluation sur lesquelles ils sont évalués, les pauvres, ils regardent ça, mais ils ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils voient. En fait. Mais moi non plus, je ne les reconnais pas, mais je peux un peu me douter. Mais eux, ça leur semble tellement abstrait, et eux, ils sont tellement incarnés et animés par des sentiments. Ils ont 16 ans, et ça leur semble tellement désincarné. C'est quand même un langage de l'absurde. Il y a un aspect important dans ce langage, c'est qu'il permet aux gens qui parlent de se reconnaître entre eux. Oui. Et ça, je l'ai beaucoup vécu en entreprise. Quoi. Et quand je pense à des choses concrètes, parce que je suis aussi concrète. Et si vous voulez, vous êtes avec une agence de marketing, une agence de pub, enfin des gens qui s'occupent de management, justement, ben, ils vont avoir ce langage et puis au même niveau de toutes ces structures, les gens vont parler comme ça. Alors, on se comprend, entre guillemets, mais c'est vrai que la signification concrète des mots, c'est assez flou. Mais si vous voulez, ça fait une espèce de reconnaissance de classe. Moi, ça m'a frappé, ça. Plus vous montez dans la hiérarchie, et plus ce vocabulaire est très abstrait, quoi. Et au contraire, plus vous descendez, et moins les gens le manipulent bien, et au contraire, plus ils sont en relation avec le concret, et plus ce vocabulaire leur échappe. Cette façon de parler. Et ça donne une espèce de force à ceux qui manipulent ça. Et je le vois beaucoup aussi dans tout ce qui est organisation politique. Et ben, c'est même impressionnant parce qu'en fait, je vois un point où quand je sais pas, une communauté commune ou une organisation de ce genre, quoi, qui normalement doit être assez proche quand même des populations, et bien quand ils ont besoin de s'expliquer ou de faire quelque chose, il faut appel à une agence spécialisée pour en fait, qui donne une traduction
assez abstraites de choses qui devraient être au contraire extrêmement concrètes. Et ça moi, ça me dérange. Parce que je trouve que souvent on complexifie. Alors il y a un but évidemment, on complexifie les choses alors qu'on pourrait en parler beaucoup plus simplement. Mais le fait que vous parliez de manière complexe et peu compréhensible, ben, ça vous donne une espèce de puissance quelque part. Et puis vous allez reconnaître vos pairs parce qu'ils parlent de la même manière. Et je pense même, enfin, je ne sais pas parce que c'est pas ma spécialité, mais c'est quelque chose qui se retrouve depuis longtemps. Et je pense à un exemple qui me frappe beaucoup. Dans le commerce des esclaves, eh ben, on ne disait jamais des esclaves ou des nègres, on disait du bois d'ébène. Et déjà, il fallait appeler les choses autrement. Et après, on le trouve de partout, quoi. Alors, on n'appelle pas une femme de ménage, on dit technicienne de surface. Et alors, à force, ça fait une sorte de... C'est un charabia. Enfin, je trouve que c'est un langage complètement artificiel et le commun des mortels ne peut plus rien y comprendre. Et ceux qui parlent ce langage-là, ils se reconnaissent bien entre eux et ils arrivent à avoir par là une espèce de... Ça leur donne une sorte de plus-value et une puissance puisque c'est reconnu comme étant mieux que le langage quotidien. Et en entreprise, c'est frappant, quoi. Il y a une espèce de survalorisation de ces façons de parler. Et quand vous dites, quand vous appelez un chat, pour en revenir à par exemple, eh ben, c'est un peu dévaluant, c'est gênant. Enfin, tout le monde est un peu gêné parce qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas appeler un chat. Il y a un humoriste, Franck Lepage, qui fait une très très belle démonstration de ce que vous venez de dire. Il prend 17 cartes, il commence avec 17 cartes sur lesquelles il écrit un mot sur chacune des cartes. Il brasse ces cartes, il les met à l'envers, et puis il est extraordinaire. Il retourne la carte au fur et à mesure, et il compose son discours avec 17 mots. Quand on l'écoute, on dit il a fait un sacré discours. Il n'a rien dit. Il prend l'exemple du préfet. Il dit si vous êtes maire, par exemple, vous avez besoin de 17 mots. Vous en prenez 5, 6, je ne sais plus comment il dit. Ça suffira bien. Et il arrive à construire son discours. Voilà. Mais ça n'est pas de tout le monde. Voilà. Mais son discours ne veut rien dire du tout. Mais les gens ont l'impression qu'il a fait un discours absolument extraordinaire. C'est l'histoire du roi est nu, tu sais. Personne n'ose le dire. Il y a un petit gamin qui dit mais le roi il est tout nu, il n'a pas de manteau. C'est ça. Et alors les programmes électoraux, c'est grandiose. Je crois que ce qu'on décrit, c'est un très vieux mécanisme du pouvoir. C'est-à-dire, là on a ce qu'on évoque, c'est un jargon. C'est-à-dire un langage hermétique. Mais c'est essentiel au fonctionnement du pouvoir d'avoir un langage hermétique. C'est un langage qui, en fait, ce qui se passe quand tu évoques le problème, c'est qu'il y a un discours qui est tenu, mais au fond, tu es récepteur d'un discours dont tu n'es pas destinataire. Le discours qui est destinataire, il est réservé aux initiés. C'est un discours où, à travers la prise de parole, on justifie qu'on est dans la délégation de l'autorité parce qu'on reproduit le langage d'autorité. C'est exactement comme fonctionnaient les langages des prêtres, si vous voulez, des docteurs anciens. C'est-à-dire qu'il est essentiel d'être ésotérique. C'est-à-dire que c'est par là qu'on détermine un langage d'autorité. Le langage d'autorité, il n'a pas besoin d'être significatif par rapport à la réalité. Il est significatif par rapport à la prise de pouvoir que constitue l'utilisation d'un langage. C'est ça qui est important à comprendre. Donc, ça, c'est un fonctionnement très ancien. Et là, on est sur des mécanismes particuliers, parce qu'on peut rentrer dans ce que tu as dit. Il est intéressant que tu aies évoqué des écrivains. Peut-être les écrivains, c'est nos plus grands penseurs politiques au XIXe siècle. Si on pense à Kafka, ou à Orwell, à d'autres. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Et on a des écrivains qui font ça. Ils montrent que, au fond, pour les individus, on est dans des conflits de langage. Parce qu'on participe à des sphères d'activité différenciées, c'est-à-dire des mondes d'expérience qui sont différenciés et qui articulent des langages différents.
Bon, il y a un penseur, comme on dit, mais c'est les travaux de Bakhtin sur le conflit de langage, c'est-à-dire la capacité au fait que nous participons en tout le temps, à divers langages. Et ces langages entrent en conflit quand on est sur des problématiques de pouvoir. La spécificité qu'on a dans le langage managérial, ça c'est très intéressant, c'est que c'est justement pas un langage de pouvoir, apparemment. C'est un langage qui élimine les conflits. Et là, vous avez cité un ouvrage qui vient de paraître, La Libre d'obéir. C'est pour ça que moi je ferai une nuance par rapport à ce que tu as dit. L'appel à Foucault sur le panoptique. Panoptique, ça se réfère à une société disciplinaire. Ce que met en place le langage du managérial, c'est pas ça. C'est bien une société de contrôle, comme disait Deleuze, mais c'est une société d'autocontrôle. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un mécanisme où justement on donne des ordres. Même l'idéal, il faut bien le comprendre, c'est qu'on ne prend plus de décision. Il n'y a plus de décision. Donc vous ne pouvez plus référer à ce qui vous contraint, finalement, subjectivement, vous ne pouvez plus le référer à une autorité. Parce que, par exemple, une évaluation, c'est quoi? C'est vous qui l'établissez d'abord. Et puis on se réfère à une logique de chiffres. Et la logique de chiffres, elle est définie comment? Mais ça se définit objectivement. C'est objectivement, donc c'est très puissant pour ça. Par exemple, vous avez sur le truc des retraites, moi je donne cet exemple, mais on dit, voilà, il ne faut pas que... On a la magie des chiffres, hein, c'est terrible, c'est vrai. On dit, par exemple, il ne faut pas que le montant des retraites, ça dépasse 14% du PIB. D'où on sort ce chiffre magique? Alors, ce chiffre magique, on va dire, ben, c'est la moyenne des taux de retraite dans le PIB des pays européens. Donc, il faut rester dans la moyenne. Donc, là, on a quelque chose qui s'appelle une norme. On se conforme à une norme. On ne se conforme plus à une décision. Et dans le livre qui est évoqué, où on a la continuité du, c'est très intéressant, du management par rapport au nazisme, c'est très intéressant de voir que la personne qui est mise en question, un ancien SS qui fonde une école de management, qui a une très grande importance, puisque tous les grands managers des grandes entreprises allemandes que nous admirons tant, eh bien, sont été formés par des anciens SS, qui a repris exactement son discours. Alors ça, c'est important. Il a gommé les excès de référence à la haine du juif ou des trucs comme ça, mais les techniques de fond, c'est les mêmes. C'est-à-dire, contrairement, moi je pense qu'il y a une grande fausseté dans l'idée de pouvoir totalitaire comme on l'a évoqué, c'est pas du tout ça. L'Allemagne n'a jamais été un pays totalitaire. Il a été un pays qui a expérimenté le management moderne. Et notamment, on le voit beaucoup, c'est que les gens, on leur dit, voilà, vous avez un objectif, débrouillez-vous pour l'atteindre. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, c'est un désordre effréné. C'est-à-dire qu'on va jouer la concurrence entre les services dans l'Allemagne nazie. On va jouer, non pas du tout l'unification d'une structure hiérarchique d'État. Il n'y a pas de structure hiérarchique d'État. L'Allemagne nazie est anti-étatique. Elle n'est pas du tout la Constitution. Et c'est de ça qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de nazifier sous quelque chose. Bon, on élimine l'aspect de lutte contre le juif, parce qu'on va pratiquer notre forme d'exclusion. Mais c'est bien ça qu'il faut comprendre. Et moi j'avais lu un texte qui, à l'époque, je te marquais, quand on a commencé à parler des problèmes, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, Jean-Claude Milner, le psychanalyste. Bon. Justement, il avait dit, c'est la politique des choses. C'est-à-dire, on est dans un ordre politique où effectivement, il n'y aura plus de décision, mais il y aura une objectivité qu'on ne peut plus contester, parce qu'elle est justement quelque chose qui est indépendant d'une relation de pouvoir direct. Et d'ailleurs, on va vous dire, voilà, c'est des chiffres, c'est objectif. Les évaluations, c'est des chiffres, c'est objectif. Et le problème, c'est pas du tout le problème de la société panoptique. La société panoptique, c'est une société disciplinaire, où l'on a des contraintes physiques. Le montage panoptique, c'est encore un montage physique du pouvoir. Et là, non. On est dans la société de contrôle.
et même d'autocontrôle. C'est-à-dire que c'est le sujet lui-même qui est impliqué dans la réalisation de sa subordination. C'est plus du tout un pouvoir extérieur. C'est-à-dire que je dois être transformé de l'intérieur en exécutant du pouvoir, en agent du pouvoir. C'est ça la grande différence qu'il y a dans le management moderne. Je ne l'avoue pas plus. Merci Jean, merci. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, Sébastien. Moi, je peux juste faire part de mes préoccupations. C'est aussi le fait que la nouvelle langue, elle n'investit pas seulement le champ du travail, mais aussi notre vie de tous les jours, en fait. Et moi, ce qui me surprend de plus en plus, c'est l'impression de vivre dans une crèche à ciel ouvert, en fait, où on s'adresse à moi, enfin, l'administration s'adresse à moi comme à un enfant, en fait. Elle emploie des mots, ou elle ajoute des personnages de bande dessinée ou des choses comme ça pour me faire des tâches administratives et oui, je trouve ça assez inquiétant de parler aux gens de cette manière-là, enfin de s'adresser au peuple avec infantiliser le langage en fait pour s'adresser au peuple. Mais je vais rebondir là-dessus parce que effectivement il y a ce phénomène s'étend comme une tache d'huile, et pas seulement dans le domaine administratif. Là, tout de suite, il y a un exemple qui me vient. Si vous faites un transfert par WeTransfer, à la fin, vous avez un petit bonhomme qui saute sur son trampoline en disant « Félicitations, vous avez réussi !» Il suffit juste de faire un transfert, c'est bon, il n'y a pas à sauter de joie sur son trampoline comme si on venait de remporter une victoire extraordinaire. Et ça, effectivement, ça gagne plein de terrains de la vie quotidienne. Un autre exemple, quand tu parlais de l'absurde, et je voulais donner aussi cet exemple, et vous avez pris la parole, c'était à chaque fois qu'on consulte un site internet, maintenant, vous avez un petit écran qui s'affiche le respect de votre vie privée est notre priorité. En termes d'absurde, c'est pas mal. Et donc, ça demande une vigilance absolument extrême de ne pas se faire contaminer soi-même. C'est une espèce de gangrène. Et quand on parlait du jargon, je pense que dans tous les métiers, il y a eu du jargon. Et on parlait d'une complexification du langage. Oui, mais en même temps, un appauvrissement, mais terrible, parce que les langages techniques sont en train de disparaître aussi. Enfin, parce qu'il y a une dépossession oui. de l'aspect professionnel, enfin la taylorisation a voulu déposséder les ouvriers, les employés de leur savoir professionnel et de leur savoir-faire manuel. Et ça aussi c'est très prégnant aujourd'hui, cette négation. Je suis tombé sur une offre d'emploi aujourd'hui pour travailler dans elle n'était pas adressée, mais dans une jardinerie. Et la hiérarchisation des compétences était surprenante. La première, c'était adaptabilité, polyvalence. Et à la toute fin, c'était connaissance vaguement du jardin et des plantes. Et j'ai trouvé ça mais aberrant, quoi, en fait. Ouais, c'est...